Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, Kovalev s'offre une frousse mais l'emporte. Vasily Lomachenko en quête d'une troisième ceinture et Erislandy Lara impliqué dans un autre combat de championnat. À mes côtés pour m'accompagner, Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, on attendait avec énormément d'impatience le combat entre Sergei Kovalev et Anthony Yarde. Non seulement c'était un 16e combat de championnat du monde consécutif pour Kovalev, c'est incroyable à quel point le temps passe vite. Yarde, un espoir un peu méconnu dont on attendait beaucoup, et le combat a livré la marchandise. C'est incroyable. On a eu droit à toute la gamme des émotions pendant ce combat. Oui, on ne savait pas trop à quoi s'attendre parce qu'on ne connaissait pas tant Anthony Yarde que ça. On l'avait vu dans des combats contre des boxeurs moins talentueux que Kovalev, moins expérimentés aussi. Mais il a livré la marchandise, comme tu as dit, et il a donné une bonne frousse à Kovalev au 8e. Alors la victoire, je pense qu'elle est méritée pour Kovalev. Mais il a eu une bonne frousse au 8e. Déjà au 7e, il a encaissé beaucoup de coups au corps, ce qui est un de ses gros points faibles. Et je pense que ça a permis à Yarde ensuite de l'ébranler au 8e parce qu'il avait auparavant travaillé au corps. Il avait préparé ses attaques à la tête par ce travail au corps. Et Kovalev, à la fin du 8e round, heureusement pour lui que la cloche a sonné parce qu'il était dans un sale état. Il a quand même très bien récupéré le Russe pour revenir ensuite et passer le KO à Yarde. Mais je pense aussi que du côté de Yarde, et c'est là qu'on voit l'inexpérience du Britannique, c'est qu'il a tout donné pour essayer de le terminer au 8e. Quand il a vu qu'il a ébranlé Kovalev, il a tout donné, il a tellement tout donné qu'il lui est resté plus rien du tout après dans le réservoir. Il était complètement en panne, il n'y avait plus d'essence dans le réservoir et il était incapable de lancer des coups. Au 9e, il a lancé très peu de coups et ça a permis à Kovalev de reprendre ses esprits et de récupérer physiquement et ensuite de reprendre le dessus. Mais peut-être qu'avec un peu plus d'expérience, peut-être aussi avec une meilleure préparation physique, parce qu'on sait qu'il a une préparation physique un peu particulière, pas seulement physique, mais technique aussi. Oui, pas de ronde de sparring avec des partenaires d'entraînement en amont des combats. En tout cas, pour celui-ci, il n'y avait pas de partenaire. Que des pads et sans pas de puissance vraiment très rapide. Enfin, c'est une méthode unique, assez particulière, mais je ne suis pas certain que ça soit particulièrement efficace dans des grands combats comme ça. Peut-être que s'il avait eu une préparation différente, s'il aurait eu un meilleur cardio, il aurait pu continuer cet assaut sur Kovalev. Mais c'est aussi pour ça que c'est un jab qui l'a mis KO. C'est parce que c'est pas tant la force du coup. Oui, Kovalev a des jabs qui sont très lourds, mais c'est surtout qu'il n'avait plus rien. Il était au bout du rouleau et que ce jab-là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase et qui a mis fin à son combat. Les grandes interventions de l'entraîneur de Kovalev, Buddy McGirt, après ce 8e round, quand il a menacé Kovalev de mettre fin au combat s'il en donnait plus. On sait McGirt, qui malgré lui a été impliqué dans une situation extrêmement dramatique plus tôt cet été. On sentait, là, ça venait vraiment du fond du cœur, l'intervention de McGirt. Et bon, ça, c'est jumelé à la baisse de régime de Yarde, mais Kovalev a été capable de reprendre le dessus en retournant, dans le fond, à la recette qui avait permis de connaître du succès dans la première moitié du combat, c'est-à-dire du jab et encore du jab. On a vu un boxeur là, qui était vraiment en pleine possession de ses moyens au niveau technique. Là, on ne peut pas dire qu'il s'est présenté dans l'arène puis qu'il était mal préparé. Là. On a vu un boxeur qui savait exactement ce dont il avait besoin de faire pour l'emporter. Exactement. Je pense qu'avec McGirt, c'est une bonne relation entre l'entraîneur et le boxeur. On sait que Kovalev a toujours été un boxeur très difficile à gérer par ses entraîneurs qui ont eu beaucoup de mal à le faire obéir. Il avait tendance à pas trop écouter les plans de match, à en faire qu'à sa tête. Et là, j'ai l'impression qu'avec Buddy McGirt et avec les défaites qu'il a eues auparavant, il a compris qu'il faut quand même qu'il écoute son coin. Il a pris un entraîneur de renom. Il peut lui faire confiance et suivre ses conseils un peu plus clairement qu'avant. Et je pense que ça va faire une bonne association pour le temps que ça va durer entre les deux. Et c'est vrai que Kovalev, là, il était bien préparé techniquement. J'ai trouvé aussi qu'il était assez affûté physiquement. Parce qu'on a vu des combats où il n'avait pas un super cardio, il était un petit peu mou au niveau de la ceinture. Là, il avait l'air un peu plus cut physiquement, on va dire. En même temps, il y avait quand même le fardeau de la preuve sur ses épaules, Kovalev, parce que veut pas, c'est un boxeur vieillissant, doit toujours prouver que c'est lui le champion. Et surtout, là, ce qui lui pendait au bout du nez, un lucratif combat contre Canelo Alvarez. Et ce qui est particulier, c'est l'a emporté de manière quand même assez décisive, l'a remis ce passage à vide, mais on peut, du côté de Canelo, dire
là, c'est les amateurs se dire hey, c'est incroyable, Canelo a probablement une chance de l'emporter. On sait que c'est un boxeur qui est très technique, qui est très endurant. Dans le fond, cette victoire-là, là, ça va avoir servi absolument tout le monde. À part Anthony. Quoi qu'Anthony Yarde s'est fait un nom et on risque fort de le revoir dans un ring à un très haut niveau. Oui, même Yarde est sorti gagnant de ce combat-là, même si malgré la défaite. Mais c'est vrai que pour un potentiel combat contre Canelo, ça ouvre des portes parce qu'on sait que Kovalev est susceptible au coup au corps, ce qui est une des spécialités de Canelo. On sait que le cardio est parfois ne suit pas trop parfois quand on arrive dans les derniers rounds, alors que encore une fois Canelo, lui, c'est un de ses points forts aussi. D'un autre côté, il est en grande forme pour être capable d'avoir passé au travers de la tempête parce que c'est pas survenu avec 20 secondes à faire au 8e. C'est la quasi-totalité du round où il s'est retrouvé en difficulté. On a senti, c'est pas très bien déplacé, souvent resté immobile et là s'offrait encore davantage en cible à son adversaire. C'est souvent, quand tu es ébranlé, le premier truc qui s'en va, c'est les jambes. C'est la manière de voir qu'un boxeur a été atteint. C'est que souvent, ses appuis sont plus très, très stables. Et donc, quand tu as les appuis comme ça, tu ne peux pas trop te déplacer. Il faut, généralement, quand tu es touché, il faut accrocher. C'est ce que Kovalev ne savait pas trop faire avant. Là, il l'a fait un petit peu dans ce combat-là. Je ne sais pas si c'est une influence de Buddy McGirt, mais en tout cas, il a mieux réagi que les fois précédentes où il s'était fait ébranler, comme contre Alvarez ou contre Andre Ward, où là, il ne savait pas vraiment comment réagir. Là, on a vu que, oui, il prenait des coups, mais il arrivait quand même à faire passer la tempête en accrochant un peu, en perdant du temps. As-tu senti qu'on a pris peut-être un peu une page du livre, du premier combat entre Eleider Alvarez et Sergey Kovalev pour s'inspirer du côté du clan Yarde? Oui, parce qu'on a vu qu'au début, il a un peu laissé passer l'orage. Il n'est pas parti tout de suite à l'assaut. Et il a attendu que Kovalev se fatigue un peu, soit un petit peu moins sharp, soit un petit peu moins affûté, et pour lancer cet assaut au 7e. Et on s'est inspiré d'Alvarez, on s'est inspiré aussi d'André Ward avec le travail au corps. J'ai beaucoup aimé son travail au corps au 7e round, et je pense que c'est ce qui a permis d'ensuite appuyer sur l'accélérateur au 8e et de remonter à la tête. Mais c'est vrai qu'on s'est inspiré un peu, c'est normal. Quand tu as un boxeur comme Kovalev en face de toi, tu regardes les combats qu'il a perdus, tu regardes la stratégie, ce qui a marché pour ses adversaires, ce qui a fait en sorte qu'ils ont pu le battre, et tu essayes de l'adapter à ta boxe à toi. C'est ce qu'a essayé de faire Anthony Yarde. Ça n'a pas marché, mais c'est passé quand même très très proche dans ce 8e round. Ça prouve à quel point c'est compliqué de devenir champion du monde en boxe professionnelle. Et de le rester. Et ensuite de le rester, mais on est passé si près du côté de Yarde. Au terme de sa carrière, ça va peut-être être la chance qu'il aura raté, mais on a vu un boxeur, l'expérience souvent, on tourne ça en dérision avec les boxeurs qui sont vieillissants, sauf que là, on a vu à quel point c'est important d'avoir du vécu en boxe professionnelle, de savoir comment réagir quand les situations vont moins bien. Là, on a senti, peut-être tu ne seras pas d'accord avec moi, mais Kovalev a beaucoup mieux réagi qu'il ne l'avait fait, notamment pendant le deuxième combat contre Andre Ward, qui lui a vraiment pris tout ce qui pouvait exister dans le livre pour arriver à ses fins. Donc, des fois, il faut... je pense que tu avais évoqué la semaine dernière, du côté de Kovalev, on s'est regardé dans le miroir et on a fait les ajustements nécessaires pour que, justement, quand les troubles surviennent pendant un combat, on soit en mesure de les surmonter puis de se sauver avec la victoire. Oui, c'est la première fois que je vois Kovalev accroché comme ça après être ébranlé, et c'est le réflexe à avoir. Donc ça, c'est signe qu'il a appris de ses erreurs passées. Ça lui a pris du temps pour apprendre de ces erreurs-là, mais il a fini par apprendre, et il s'est mieux comporté à ce moment précis du combat. Mais c'est vrai qu'il a parfois dans le passé, il a eu tendance à faire un petit peu n'importe quoi, si tu veux, à vouloir échanger tout de suite ou à reculer ou à juste... Je pense qu'il savait juste pas comment réagir. Il n'avait pas la solution. C'est pas qu'il faisait pas la bonne chose, c'est qu'il savait juste pas comment réagir. Là, évidemment, c'est un peu tôt pour dire la suite des choses pour Kovalev, mais en même temps, ça commence à se préciser. On avait évoqué son gérant, Egis Clemus, avait dit qu'il y avait une entente avec Canelo Alvarez pour un combat. Là, la date qui était pas mal convenue, c'était le 2 novembre. Et là, on a dit au cours des dernières heures qu'il n'y avait pas eu de blessure majeure pendant le combat contre Yarde. Donc, on serait prêt à aller de l'avant. Probablement, est-ce qu'on aurait besoin d'un aussi grand camp d'entraînement? Parce que là, on est déjà... faut entrer dans une phase de récupération, naturellement, là, après un combat qui a quand même duré 11 rounds. Mais on serait... la forme est là de base. Donc, on pourrait déjà travailler là, sur
disons, les côtés techniques là, pour affronter Canelo Alvarez. On peut profiter des bénéfices physiques du camp d'entraînement pour le combat de Yarde et les emmener jusqu'au combat de Canelo, mais je trouve quand même ça assez rapide. Novembre, peut-être décembre ça aurait été mieux, mais du côté de Canelo on a le gros bout du bâton et on veut aussi se donner un certain avantage en faisant le combat assez rapidement pour que Kovalev n'ait pas le temps d'avoir un camp très long avant ce combat-là. Mais c'est vrai que les boxeurs sont capables d'enchaîner 2 combats comme ça quand ils ont subi assez peu de dommages, d'enchaîner 2 combats parce que ton premier camp d'entraînement, tu vas ressentir les effets dans le deuxième également parce que tu es déjà en grande forme physique. Le problème pour lui, c'est que c'est pas du tout le même style d'adversaire et je trouve quand même qu'il a subi des dommages contre Anthony Yarde, ce 8e round où il a été un peu ébranlé. Il a été ébranlé, il avait les jambes un petit peu molles. Tu récupères peut-être pas aussi rapidement que ce que tu crois. J'aurais préféré qu'il y ait un petit peu plus de temps de récupération de son côté pour faire en sorte que les chances soient un peu plus égales, si tu veux, dans un combat contre Canelo. Après, ce combat-là m'intrigue parce que Kovalev est un 175 naturel, alors que Canelo, lui, ne s'est battu qu'une seule fois à 168 chez les super moyens. Donc là, il montrait de 2 catégories pour affronter Kovalev. C'est pas la même force naturelle, si tu veux. Et espérons qu'on lui imposera pas une limite négociée, par exemple, à 170 livres, parce que là, Kovalev se retrouverait dans l'arène le soir du combat, là, complètement drainé, détruit. Qu'est-ce qui lui resterait pour affronter un boxeur de la trempe de Canelo? Là, on jouera vraiment là, sur le règlement plus. Je peux comprendre là, que du côté de Kovalev, ça va être un chèque qui s'annonce pour être assez intéressant, probablement le plus lucratif depuis le début de sa carrière. Mais il faut que les chances soient quand même égales. Sportivement, il faut garder un semblant d'intégrité. Et je pense que s'il veut affronter Kovalev, c'est aussi pour avoir une ceinture dans une autre catégorie pour Canelo. Là, ça serait une 4e catégorie différente. Et pour ça, il faut que ça soit à la limite de la catégorie, donc à 175. Par contre, il pourrait imposer à Kovalev une clause de réhydratation où il ne peut pas dépasser un certain poids le lendemain, à la veille pas à la veille du combat, mais le jour du combat. Lui imposer une réhydratation maximum de 15 ou 20 livres par exemple, où il ne pourrait pas aller au-dessus. Et ça handicaperait aussi le Russe parce que il faudrait qu'il continue à faire les efforts même après la pesée. Il ne peut pas se réhydrater autant qu'il veut et reprendre son poids naturel, si tu veux, en vue du combat. Ça complique un peu les choses et ça, c'est une autre avenue que le clan Canelo pourrait exploiter pour ce combat. Pour Anthony Yarde, crois-tu qu'on doit tout de suite le relancer dans le mêlée dans un combat significatif? Je ne parle pas contre un Vosdik ou un Bivol. Là. Je lance les noms de boxeurs qui sont champions ou encore un Arthur Beterbiev. Peut-être un combat contre un aspirant comme lui en montée qui possède peut-être pas autant d'expérience parce qu'on a senti qu'il n'était peut-être pas au niveau là, des champions que je viens de nommer. Là. En tout cas, pas à ce niveau-là encore. On a vu qu'il était capable de monter dans un ring avec eux, de rivaliser, mais peut-être pas de les battre. Et il lui manque pas grand-chose quand même. Et j'aurais aimé, avant ce combat-là contre Kovalev, j'aurais aimé qu'il affronte un gars comme Sullivan Barrera ou comme Isaac Chilemba, qui sont des vétérans, qui vont te donner des rounds, qui vont te montrer que tu peux pas démolir tes adversaires à chaque fois et qui va te donner cette expérience dont tu as besoin dans les combats de championnat du monde. J'aimerais qu'il affronte un de ces 2 gars-là ou un adversaire du même calibre, du même genre, un vétéran qui en a derrière la cravate et qui peut t'amener loin dans un combat. Ça va lui servir pour la suite. Je préférais qu'il affronte un vétéran comme ça plutôt qu'un jeune qui est en train de monter les classements comme lui, parce que je pense qu'il a besoin d'avoir cette expérience-là et aussi de voir tous les petits trucs qu'un Chilemba va avoir à l'intérieur, tous les petits accrochages, sa manière de rouler avec les coups, de ne pas encaisser toute la force des coups. Ça peut lui servir pour justement absorber ce genre de petits détails-là et d'apprendre en fait ce que l'autre fait en face de lui, plus qu'un jeune en progression. Les gens s'étaient beaucoup moqués de son entraîneur sur les réseaux sociaux. Il faut dire, bon, il s'est peut-être pas nécessairement en se donnant le surnom de Master Genius, mais reste qu'il y en a qui ont rappelé, il a pris Yarde
alors que ce dernier n'avait pas d'expérience en boxe et a réussi à le mener jusqu'à un combat de championnat du monde. Marc Ramsey avait fait ça, hein. Il avait mené Jean-Pascal aux Jeux olympiques, un combat de championnat du monde contre Carl Froch qu'il avait perdu, mais n'avait pas mal paru. Oui, c'était un très bon combat. Très bon combat, et ensuite, bon, la carrière assez phénoménale qu'il a connue, et a battu un des meilleurs boxeurs livre pour livre de la planète. Qui sait, peut-être que Yard va suivre ce même chemin. Dans peut-être 2-3 ans, on aura acquis suffisamment d'expérience pour être en mesure de rivaliser, parce que quand on regarde tranquillement mais sûrement la liste des champions, Kovalev 36 ans, Beterbiev rajeunit pas non plus. Il y a peut-être seulement Bivol là, qui est vraiment dans la fleur de l'âge. Je vais se dire que j'ai pas noté immédiatement, là, mais déjà on se retrouve dans un combat d'unification. Donc en toute logique, un des deux boxeurs va subir la défaite, là, à moins d'un verdict nul. Mais il y a de la place pour lui parce que, 28 ans, mais... Mais encore frais physiquement, c'est ça. Pas trop usé, pas trop de combats dans les rangs amateurs. Donc, Et en plus, c'est un gars qui a un physique incroyable. Tu sais qu'il va être en super condition pour chacun de ses combats. On l'avait expliqué la semaine dernière, les muscles comme ça peut poser un problème de cardio. Mais là, je pense que le problème de cardio, c'est surtout qu'il a tout donné au 8e, qu'il a dépensé toute son énergie à essayer de passer le KO à Kovalev. Mais c'est un gars qui est capable et qui va... je ne sais pas si tu as vu l'entrevue d'après-combat chez les Britanniques, c'était BT Sport, et Kovalev est arrivé pendant que le journaliste parlait à Anthony Yarde. Il est arrivé pour le féliciter, pour lui dire tu vas être un champion, je suis sûr à 100% qu'un jour tu vas avoir une ceinture. En tout cas, on ne connaissait pas trop ce côté-là de Kovalev, mais il a été très gentleman après sa victoire, et il a montré tout son respect à Yarde, et ça veut dire que tu es passé très proche de me battre, Coco, bravo. Il y avait quelques combats qui retenaient notre attention dans cette sous-carte, notamment le poids lourd Evgeny Romanov. On l'avait vu battre Dylan Carmen il y a quelques temps au premier round. Et ça a été aussi expéditif. C'était un bel espoir chez les poids lourds. Malheureusement, c'est difficile là, de savoir qu'est-ce qu'il y en est réellement, parce qu'une autre victoire très expéditive contre un Argentin, et notre collègue Stéphane Larouche, qui était à l'analyse pour ce combat sur les ondes d'RDS2, a dit « Ce ne sont pas les chutes les plus crédibles de l'histoire de la boxe. » Oui, et je suis bien d'accord avec lui. L'Argentin, il était venu sur le réseau américain, c'était Tim Bradley qui disait il est venu pour récupérer son chèque de paye. Et Andre Ward lui a répondu « Ouais, mais quand tu viens récupérer ton chèque de paye, tu peux en profiter pour te battre aussi, ou au moins pour faire semblant, pour essayer. » Ce que n'a pas fait l'adversaire argentin de Romanov. Bon, c'était à chacun des coups, même quand c'était partiellement bloqué, hop, on mettait un genou à terre, et on voyait que c'est une réaction décalée, un peu comme un coup au corps, sauf que là c'était à la tête, et que tu dis « Ah, j'ai un peu mal, ok, je vais mettre un genou au sol. » L'arbitre a arrêté le combat, mais c'était... je suis sûr qu'il a eu du sparring plus difficile que ça, Romanov. Donc c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué de trouver, ça a été la même chose au début avec Makhmoudov, de trouver des adversaires qui vont te donner des rounds, qui vont t'apprendre quelque chose, parce qu'il y en a qui arrivent avec la peur au ventre, la peur de se faire passer le knockout, et qui finalement ne viennent pas pour se battre. Et c'est difficile d'apprendre quelque chose, de progresser dans des conditions comme ça. Mais Romanov reste un très bel espoir chez les poids lourds. Et il va falloir monter le calibre d'adversaire pour qu'il ait en face de lui quelqu'un qui est capable de rivaliser un petit peu avec lui, au moins quelques rounds, pour pouvoir lui donner de l'expérience. Tu nous disais la semaine dernière que chaque combat qui implique Ilunga Makabu, soit ça se termine, soit il l'emporte par knockout, soit il perd par knockout. Ça s'est rendu à la limite de 12 rounds. Je suis désolé. Pourtant, ça n'a pas été un combat inintéressant. Au contraire, de part et d'autre. Ça a été toute une bataille là, féroce entre les deux boxeurs. Je suis désolé de vous avoir promis un KO, c'est pas arrivé cette fois. C'est très rare dans le cas de Makabu, mais ça a été un très bon combat. Et d'ailleurs, au 12e round, Papine est allé au tapis et il a ébranlé Makabu à la fin du 12e round, à la toute fin du combat. Et ça a été un combat très plaisant parce qu'il y a eu beaucoup d'actions. On a pu voir Papine qui était un peu plus classique, qui essayait d'allonger les bras avec des coups en ligne droite, alors que Makabu, lui, était cherchait plus ce combat à l'intérieur pour lancer ses combinaisons. Et dans ce combat-là, on vous parle très souvent d'expérience des boxeurs. Et là, on a pu voir un peu l'expérience des deux boxeurs. Papine, c'était son 12e combat, Makabu, c'était son 28e. Et on voit que Makabu a beaucoup plus d'expérience dans l'attitude générale. Il était beaucoup plus détendu, il était relax, on voyait que c'était ses coups, il les laissait aller tout seul, un peu comme à l'entraînement quand tu es sur les mitaines, ça partait de manière très fluide, il forçait pas ses coups, alors que Papine, lui, on sentait qu'il était beaucoup plus tendu, que les muscles étaient toujours tendus, et tu te fatigues beaucoup plus vite comme ça, et tu forces tes coups,
ça sort pas de manière aussi explosive. Et je pense que ça a joué un rôle parce qu'à la fin du combat, Papi n'était plus fatigué. Il faut dire qu'il a reçu beaucoup de coups au corps aussi. Mais je pense que cette gestion de la pression et du moment, en étant beaucoup plus relax que son adversaire qui était tendu, ça a beaucoup aidé Makabu. Et ça fait partie de l'expérience des grands combats. Quand tu as un adversaire de haut niveau en face de toi, eh ben, tu apprends à être plus détendu, mais les premiers rounds sont souvent difficiles et tu es un peu stressé, quoi. Donc tu as les muscles qui sont très tendus. Si on survole rapidement les autres combats qui ont été présentés au cours de la fin de semaine, quelques-uns qui ont retenu mon attention, à commencer par la carte de DAZN qui était présentée au Mexique, notamment Shakram Djazov, un Ouzbek, qu'on avait déjà vu à Atlantic City en sous-carte du combat de Jean-Pascal contre Dimitri Bivol. C'est un boxeur qui m'avait particulièrement impressionné, mais on se dit tout le temps en début de carrière, les premiers combats, il faut prendre ça avec un grain de sel, surtout des boxeurs là, qui proviennent de ces pays de l'ancien bloc soviétique qui arrivent chez les rangs professionnels avec une longueur d'avance. Donc, des fois, les premiers combats, c'est juste pour s'habituer, se faire la main et tout. Là, on avait quand même un test intéressant d'Elvis Perez qu'on avait déjà vu au Centre Bell contre Yorkis Gamboa, un boxeur extrêmement crédible. Oui, bon, pas un champion du monde. Pas un meilleur livre pour livre, mais quand même un boxeur qu'on s'attendait à quelques rounds qui puisse poser des problèmes à son adversaire. Et c'est pas du tout ça qui s'est produit. Une victoire expéditive au premier round. Un crochet de gauche lancé un peu vers l'avant à la Superman. C'était impressionnant. Il va être à surveiller, là, ce boxeur-là. Oui, ben, quand tu as un médaillé olympique, champion du monde amateur qui arrive chez les pros, forcément, tu vas le surveiller. Et avec une performance comme ça, il avait eu un peu plus de mal son combat précédent contre Emmanuel Taylor. Mais là, celui-là, il a fait tout un statement parce que passer un KO en 40 secondes à Darleis Perez. Perez, c'est un ancien champion du monde intérimaire qui avait été promu pour une histoire de politique. Il avait été promu champion régulier. Il a perdu tout de suite sa ceinture ensuite. Mais ça reste quand même un boxeur qui était un aspirant très crédible. Et là, qu'il se fasse passer le KO en 40 secondes comme ça, on a vu tout de suite qu'il ne voulait pas vraiment reprendre le combat. Il a été cueilli à froid par ce crochet. Et c'est souvent le plus dur, c'est quand tu reçois un coup aussi puissant très tôt dans le combat, bah, tu n'es pas encore bien réchauffé, t'es pas, malgré l'échauffement dans le vestiaire, il vaut mieux avoir pris quelques petits coups avant pour être capable de prendre ces coups plus puissants. Quand tu commences directement avec un coup de puissance au menton, tu as plus de mal à récupérer parce que tu es encore frais. T'es pas encore chaud, si tu veux, t'es pas encore réchauffé et tu l'encaisses beaucoup moins bien. Ça a été le cas pour Perez. Et victoire expéditive très spectaculaire pour Giasov. On va suivre ses prochains combats parce que ça, c'était seulement son 9e combat. Donc, on est encore en progression de son côté, mais on risque de griller les étapes, peut-être pas aussi vite que Lomachenko, mais au lieu d'attendre un 20e, 25e combat pour le voir en championnat du monde, ça pourrait être au 13, 14e combat. Je voyais également sur cette carte le poids lourd croate Filip Hrgović, et un peu comme c'est le cas pour Arslanbek Mahmoudov ici au Québec. Bon, une autre victoire au premier round, un adversaire qui a fait ce qu'il a pu faire dans la mesure... Contre Heredia, c'était pas premier, je pense que ça a fini troisième, si je me trompe pas. C'était son combat précédent qui s'était terminé il a au premier round. l'habitude de terminer au premier. Il termine rapidement, donc l'échantillon est encore une fois un peu mince pour se faire une tête, mais on comprend pourquoi certains observateurs, là, notamment le promoteur Yvon Michel, me disait que c'est parmi la cuvée des Jeux de Rio, là, l'espoir peut-être à surveiller au-delà de Tony Yoka, par exemple, qui était médaillé d'or. Il a la taille et la carrure pour ça, 6 pieds 6, des très longs bras, un style un peu un style européen, donc qui allonge les bras, qui utilise beaucoup le jab. Il a montré quand même quelques signes pas de faiblesse, mais il s'est fait atteindre parfois. J'ai l'impression que c'était plus un manque de respect envers Heredia, qui lui faisait pas mal, donc parfois il avançait un peu quand Heredia était dans les cordes. Il était peut-être nonchalant d'une certaine manière. Là. Il s'est fait atteindre quelques fois, notamment au corps. Ça l'a pas vraiment dérangé, mais il faut qu'il fasse attention. D'être nonchalant contre un adversaire comme ça passe, mais s'il fait la même chose contre un adversaire qui a plus de puissance, ça pourrait lui jouer des tours, lui poser problème, parce que même si c'est pas un adversaire qui est à son niveau techniquement, il peut lui faire mal, notamment au corps. Tout le monde peut se faire mal au corps, donc il faut qu'il fasse attention de ce côté-là, mais je pense que ce n'était pas une question technique, c'était plus une question de respect de la puissance de l'autre. Il dit, tu peux me taper, c'est pas bien grave, je vais finir par te passer le KO de toute manière. Tu nous avais-tu un petit mot sur Estrada en finale, une victoire au 9e round? C'était au... J'ai pas noté. Pas noté, c'est pas grave. Oui, 9e, pardon. 9e, oui, j'ai été surpris par Bimon, l'Américain, qui était très vif, explosif, avec des mains très très rapides.
Et ça a poussé Estrada à être un peu plus prudent au début du combat, à boxer plus en contre. Ça lui a permis d'envoyer Beamon au tapis à 2 reprises au deuxième round. Et l'Américain n'a jamais vraiment récupéré. On a vu après, il avait des appuis très chancelants dans les rounds suivants. Dès qu'il se faisait atteindre, il faisait une petite danse. On voyait qu'il n'était pas sûr, il n'avait pas des appuis stables. Et ça lui a posé beaucoup de problèmes pour la suite du combat. Mais il s'est quand même bien défendu. Beamon, c'est un gars qui est passé pro très tard dans sa carrière. Si je ne me trompe pas, c'est à 25 ans, 26 ans qu'il est passé pro. Il a commencé la boxe à 20 ans, je pense, 20 ou 21 ans. Donc c'est un gars qui n'était pas très usé quand il est entré dans ce combat. On voit qu'il a des qualités physiques qui sont indéniables, mais il lui manquait peut-être un peu l'expérience et la précision aussi. Et Estrada, c'est un boxeur qui a tout un coffre d'outils. Il a des très bons déplacements, il contre bien, il est capable d'être agressif, il frappe assez fort, il est très précis. Il a des bonnes combinaisons, il a des coups variés. Donc c'était très compliqué pour Beamon de trouver un point faible chez Estrada, mais il s'est quand même bien défendu. Il a dû jeter l'éponge, mais il n'a pas mal paru dans ce combat-là pour l'expérience qu'il a chez les pros et un gars qui a commencé sa carrière aussi tard, il a offert une belle performance. Et Brandon Figueroa, on disait la semaine dernière, voulait profiter de l'occasion pour se faire un prénom. On sait, c'est le frère cadet de Omar Figueroa, un ancien champion du monde. Et il a réussi d'une certaine manière, parce que victoire sans équivoque au 4e round. Il a dominé Chacon. L'Argentin est arrivé pas de manière super professionnelle. Il est arrivé avec des sneakers dans le ring. Il n'avait pas des chaussures de boxe. Il avait des chaussures des running, quoi. Donc c'est la première fois personnellement que je vois ça. On voit ça à l'entraînement au gym parce que t'es à l'entraînement, mais dans un ring professionnel pour un titre intérimaire, c'était un petit peu bizarre, mais il expliquait, Chacon, qu'il déteste les chaussures de boxe. Il se sent beaucoup plus à l'aise dans des chaussures de running. Donc bon, c'est son choix. Mais dans ce combat-là, il a été très peu actif. Figueroa lui a marché dessus. En gros, il a avancé comme d'habitude. Il a lancé énormément de coups. Figueroa, il est grand, il a des longs bras, mais il n'utilise pas sa portée. Il adore le corps à corps. Ça lui permet notamment quand tu as des grands bras au corps à corps, les uppercuts, ça rentre beaucoup mieux. Il aime beaucoup le combat à l'intérieur et il est très 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 actif. Il lance énormément de coups. Figueroa, c'est une machine à lancer des coups. Je ne sais pas pourquoi Chacon n'a pas essayé de frapper en même temps que lui, n'a pas essayé de l'empêcher, de le décourager d'avancer, de lancer des coups comme ça. Il a été très passif. Il a joué le rôle du punching bag et Figueroa a travaillé ses combinaisons sur le punching bag. Figueroa a atteint la cible plus souvent que Chacon n'a lancé de coups. J'ai les stats avec moi quelque part ici. Figueroa a atteint la cible 96 fois sur 297 coups, alors que Chacon n'a lancé que 69 coups. Il a atteint la cible 18 fois. Donc il a encaissé plus de coups qu'il n'en a lancé. Ça vous montre un peu l'allure du combat. Et ça a été un raz-de-marée. Il a fini par craquer et l'arbitre a mis fin au combat. C'est une belle victoire pour Figueroa, mais ce n'était pas un adversaire on le savait déjà qu'à 38 ans, ce n'était pas un adversaire qui allait lui poser beaucoup de problèmes avec la liste d'adversaires qu'il avait, mais il l'a complètement dominé et il faut maintenant qu'il passe au niveau supérieur, peut-être pas trop vite parce qu'il a une ceinture intérimaire. Ça veut dire qu'il est aspirant obligatoire à, pas Miguel Roman, mais Daniel Roman, le champion WBA. C'est peut-être un peu rapide d'aller affronter le Mexicain parce qu'il est très très doué, Roman. Je pense qu'il faudrait encore un autre combat à Figueroa avec un adversaire qui a un calibre entre les deux, si tu veux, meilleur que Chacon, mais peut-être pas autant que Roman, pour monter les marches une à une pour arriver à ce championnat du monde. Il ne faut pas non plus brûler les étapes. Il a que 22 ans, Figueroa, donc c'est pas la peine d'aller trop vite, mais si tu veux avoir cette ceinture intérimaire, à un moment donné, il faut que tu affrontes le champion régulier. Quoi qu'on peut demander une dérogation, c'est exactement ce que Marcus Brown avait fait. Il était censé affronter le champion régulier de la catégorie. Dimitri Bivol a dit non, on préfère affronter Jean-Pascal, qui était classé parmi les 15 premiers aspirants. On a accepté, on pensait vraiment pas que les choses allaient tourner en ce sens, mais c'est possible un peu de contrôler la destinée pour Figueroa, en attendant vraiment de... Et je pense qu'ils ne veulent pas aller trop vite avec lui parce qu'ils savent qu'ils ont un diamant entre les mains. Des petites nouvelles d'Eleider Alvarez, Adrien? Oui, vas-y. Je sais pas si c'est comment, mais on a hâte de le revoir dans le ring, ne serait-ce que par... les choses se sont pas bien passées à son dernier combat contre
Sergei Kovalev, mais reste que c'est un des meilleurs talents de la boxe ici au Québec. Mais malheureusement, c'est difficile de savoir quand est-ce qu'il va remonter dans l'arène. Bon, on sait, il a subi une blessure pendant son combat contre le deuxième combat contre Sergei Kovalev. Et là, Yvon Michel a expliqué à Dan Raphaël d'ESPN qu'il y avait 2 propositions. La première, c'était le 14 septembre, en sous-carte du combat de Tyson Fury contre Otto Wallin. On lui a dit tu pourrais affronter Gilberto Ramirez. Là, on a dit c'est un peu tôt avec la blessure, le timing n'est pas incroyable. On a dit bon, OK, on a une autre solution pour vous. Jesse Hart, le nom avait régulièrement été évoqué au cours des derniers mois. Le 18 à Philadelphie, en sous-carte du combat d'unification entre Alexander Gvozdyk et Arthur Beterbiev. Et là, c'est Marc Ramsey qui a dit non, je suis pas à l'aise. Le timing là, est vraiment pas incroyable parce que je vais consacrer toutes mes énergies à Beterbiev. Ça fait longtemps que ce combat-là a été annoncé il n'y a pas si longtemps, mais ça fait longtemps qu'on sait que ça va se concrétiser. Ils sont déjà en camp d'entraînement. Ils se préparent pour ce combat. Donc, on ne sait pas. On nage en plein mystère pour Eleider Alvarez et malheureusement, c'est un peu beaucoup l'histoire qui se répète par rapport au passé. On a l'impression que toujours à la remorque de quelqu'un d'autre. On n'est pas là, entièrement en pleine possession de son destin. Oui, mais c'est aussi quand tu as un entraîneur qui est aussi occupé que Marc Ramsey, il faut s'attendre à ce genre de petits problèmes de calendrier qui ne fit pas. Mais c'est vrai que c'était quand même 2 adversaires très intéressants qui montent des 168 mais qui ont une carrure pour être très bons à 175. Mais on en a parlé la semaine dernière avec Top Rank ESPN, il y a énormément d'opportunités pour Alvarez. Oui, il y a Jesse Hart et Gilberto Ramirez, mais il y a aussi tous les autres champions excepté Bivol qui pourraient rejoindre ce groupe-là parce qu'il est agent libre. Il n'a pas de contrat en ce moment. Mais tu as Gvozdyk, Beterbiev, Kovalev, tu as Yard qui est là aussi, qui peut participer. Donc, même si ce n'est pas tout de suite ce combat-là, ça va peut-être être en 2019. On va peut-être devoir repousser ça en 2020, pardon, à l'an prochain. Mais reste que les opportunités vont encore être là. Je ne pense pas qu'on va voir tout de suite un autre combat entre Jesse Hart et Gilberto Ramirez. Donc, ils seront peut-être encore disponibles en début d'année prochaine. Donc, pourquoi pas à ce moment-là revoir Eleider Alvarez. Mais c'est vrai que quand tu reviens d'une défaite comme ça, il faut encaisser le coup psychologiquement. Il y a la blessure, il faut récupérer. Donc, il ne faut pas essayer de repartir trop vite parce qu'une deuxième défaite consécutive, ça aurait des conséquences beaucoup plus dramatiques que cette défaite contre Kovalev. Je pense qu'il faut quand même reprendre plus ou moins son temps. Il ne faut pas non plus laisser étirer l'élastique trop longtemps, mais il faut quand il revienne, il soit en pleine possession de ses moyens, qu'il soit à 100% et pas qu'il ait encore ressente encore la blessure. Un combat contre un adversaire de la trempe de Gilberto Ramirez, si on n'est pas à 100%, on peut se faire jouer un vilain tour. Ah oui, parce qu'il va être compliqué. Le Mexicain, c'est un boxeur qui lance énormément de coups. En position de gaucher, il lance des combinaisons de 4, 5, 6 coups. Un gars avec un bon cardio, une bonne technique, qui a la carrure aussi à 6 pieds 3 pour rester longtemps et mettre plus de muscles sur cette charpente. Donc pareil pour Jesse Hart qui en plus a pas le même style mais qui a des très longs bras, qui a une bonne force de frappe. Donc c'est des adversaires qui sont dangereux pour n'importe lequel des boxeurs à 175. L'important c'est de se tenir prêt parce qu'on sait il a attendu pendant très longtemps parce qu'il était aspirant obligatoire à Adonis Stevenson et un jour, téléphone a sonné, une opportunité pour affronter Sergei Kovalev qu'il avait saisi en remportant ce combat pour devenir champion du monde. Bon, a dû accorder une revanche qu'il a perdue, mais reste que c'est pas le temps de se décourager. Là, ça peut sembler très, très facile à dire, là, mais ça peut changer très vite dans le monde de la boxe, là, surtout avec les jeux de coulisses. Bivol, qui est joueur autonome, qui dit qu'il ne pourrait pas se joindre à la famille Top Rank ESPN. Donc, et qui chercherait un adversaire. Et si les autres sont déjà bookés ou reviennent d'un combat récent, et ça peut être autour d'Eleider Alvarez. Il y avait un combat digne d'intérêt présenté la fin de semaine dernière, évidemment, Sergei Kovalev contre Anthony Yard. Là, ça se poursuit samedi à compter de 17h. Encore une fois, une heure idéale en après-midi sur les ondes de TSN 1. Vasily Lomachenko qui affronte Luke Campbell. C'est le retour dans le ring du champion unifié des poids légers. Lui va tenter d'ajouter une 3e ceinture à sa taille, celle du WBC.
C'était la ceinture qui appartenait jadis à Mickey Garcia, mais il a décidé d'y renoncer pour passer une catégorie de poids supérieure. Il avait notamment affronté le champion IBF à 147 livres, Errol Spence, combat qu'il a perdu, mais bon, il avait fait un saut là, de deux catégories de poids, mais avait quand même offert une performance très, très honnête. D'ailleurs, Garcia serait courtisé par Eddie Hearn et les dollars de DAZN. Il n'aurait pas tout dépensé. Là. Il y aurait encore de l'argent. Il a les poches encore profondes. Il a avoué dans une entrevue, Eddie Hearn, que l'incursion sur le marché américain a été plus compliquée qu'il l'aurait imaginé. Ouais. Lui s'attendait à arriver avec sa quantité industrielle de billets verts et que le promoteur historique de Top Rank, Bob Arum, ou encore Carl Heyman de PBC allait un peu dire « Bon, OK, vas-y, on te laisse la place. » Au contraire, ce sont des vieux routiers dans le monde de la boxe professionnelle. Il était hors de question qu'ils se laissent faire. Et là, il se retrouve un peu avec une écurie disparate quand même, malgré tout, sur DAZN. Là, on surfe sur plusieurs tableaux, mais on semble... Ouais, on ne sait pas encore exactement où on va. On essaye de placer ses pions contrairement un peu à Top partout. Rank, qui est clairement identifié notamment à la catégorie des mi-lourds, où on fonce de plein fouet là-dedans. PBC aussi, certaines chasses gardées dans certaines divisions, le super mi-moyen notamment. Ouais. Donc, mais DAZN a placé ses pions un petit peu partout avec Matchroom Boxing, mais c'est pas encore clair où on va. Mais pour cette incursion dans le marché américain, le gros problème, c'est surtout la défaite de Joshua. Ça a donné un sale coup à l'entreprise parce qu'ils avaient investi énormément en Joshua. Et le fait qu'il y ait cette défaite, qu'on soit obligé de refaire une revanche en Arabie Saoudite, qu'on aille en Arabie Saoudite chercher... Ça a été pas mal confirmé. Dans le fond, on disait que c'était un peu un match de chicken. C'est le premier qu'elle ait laissé, qu'elle ait un peu abandonné. Mais dans le fond, Ruiz a réussi ce qu'il cherchait, c'est faire augmenter les enchères. On sait que les hommes d'affaires là-bas en Arabie Saoudite avaient donné un montant assez généreux pour accueillir la présentation du combat. Et Ruiz est parvenu à arracher quelques millions. C'était de bonne guerre parce qu'il a remporté le premier combat. Lui, c'était son rôle. Il a bien joué son rôle. Il faut monnayer cette victoire que personne n'attendait. Et n'importe qui aurait fait la même chose à sa place. C'est normal, c'est un business, c'est son métier. Il veut être payé à sa juste valeur après cette première victoire. Donc, mais c'est quand même pas très bon signe que DAZN et Matchroom Boxing aillent en Arabie Saoudite chercher des billets verts là-bas. Ça veut dire qu'il en manquait peut-être un petit peu pour présenter le combat ailleurs, aux États-Unis ou en Angleterre. Ça veut dire que le premier combat n'a pas rapporté autant d'argent que ce qu'on attendait. Donc on va voir la suite, mais il a les poches quand même très profondes, Eddie Hearn. Tout à fait. Et je pense qu'avec l'écurie de boxeurs qu'il a, ça va fonctionner. C'est le combat entre, si on revient à Lomachenko, le combat entre Kovalev et Yard, il est intriguant à toutes sortes de niveaux. On l'a bien expliqué précédemment. À première vue, c'est difficile d'en dire autant pour celui qui va opposer Lomachenko à Campbell. Sur les sites de Paris, je regardais avant qu'on enregistre, la moyenne, c'est une victoire de Campbell, ça paye 10 fois la mise. Donc, on peut dire qu'il est largement négligé. Par contre, c'est un vrai poids léger depuis le début de sa carrière dans les rangs professionnels. Et ce qui est particulier, c'est qu'en 2012, aux Jeux olympiques, c'est chez les coqs. Chez les coqs, et c'est Lomachenko qui avait été champion chez les légers, mais chez les pros avait commencé à deux catégories plus bas. Bon, pourquoi s'intéresser à ce combat-là? Mais c'est parce que Vasily Lomachenko, c'est le meilleur boxeur livre pour livre de la planète. Et je n'hésiterai pas à dire que c'est un talent générationnel qu'on voit pas une fois aux 10 ans ou une fois aux 20 ans. J'ai l'impression qu'on va regarder ça dans quelques années. Parce qu'il a déjà évoqué la retraite, Lomachenko. On va se dire, c'était incroyable. Mais c'est pas pour nom que son surnom, c'est high-tech. High-tech dans la stratégie pour les combats. High-tech pour la préparation. C'est incroyable. De le voir à l'œuvre, c'est une œuvre d'art en soi. Il amène quelque chose de nouveau à la boxe parce que cette préparation-là, c'est pas quelque chose qu'on voit chez d'autres boxeurs. Je sais pas si tu as déjà vu cet entraînement où il a un entraînement physique très intense et après on lui demande de résoudre un espèce de problème, un espèce de casse-tête alors qu'il est complètement, qu'il a plus d'énergie, qu'il est fatigué. Il faut qu'il reste lucide et ça aide dans le ring à réfléchir malgré la fatigue, à être plus cérébral dans le ring. Tout est calculé de cette manière-là. Il a des exercices que personne d'autre fait. C'est son père qui les met en place et qui est toute une tête de boxe
Monsieur Lomachenko, et qui arrive à transmettre ça à son fils, qui dans le ring est le boxeur, à mon avis, qui a le meilleur jeu de pied. Il n'a pas vraiment de point faible dans sa boxe. Le seul défaut, entre guillemets, qu'on peut voir à Lomachenko, c'est sa carrure, c'est qu'il ne pourra pas monter beaucoup plus haut que chez les poids légers. Ouais. Et à mon avis, 140 maximum, mais je ne le vois pas monter chez les mi-moyens, ce qui est dommage parce que c'est là qu'il y a Terence Crawford, qu'il y a Errol Spence Jr., et c'est des affrontements que j'aimerais voir, mais je ne vois pas ces deux gars-là descendre. Et je vois pas sur papier, c'est des guerres tactiques là, qui n'en finiraient plus de finir. Là. Ce serait incroyable. Ça serait le genre de combat du siècle qu'on veut voir. Cette fois, ça mériterait le nom. Lomachenko contre Crawford. Ça serait le combat que tout le monde veut voir. Malheureusement, avec la différence de poids, je pense soit ça se fera pas, soit ça se fera pas tout de suite. Mais en attendant, il faut que Lomachenko, il veut récupérer toutes les ceintures chez les légers. Et là, il va affronter Campbell, qui est un très bon boxeur en soi, champion olympique en 2012. Mais si on lui donne pas de chance contre Lomachenko, c'est pas parce qu'il n'est pas un bon boxeur, c'est parce que Lomachenko est tellement exceptionnel qu'on ne voit pas comment Campbell peut le battre. Campbell a quand même un avantage de taille, 2 pouces, et surtout un net avantage de portée, 7 pouces. Mais je pense pas 6 pouces, pardon, mais je pense pas qu'il va être capable de l'utiliser contre Lomachenko parce que Loma a tellement un bon jeu de pied, il est capable d'être in and out très rapidement avec des angles différents. Il peut neutraliser ton avantage de portée très très facilement avec ce jeu de pied-là, et la vitesse de ses mains, et son timing, et la variation de ses coups, avec un peu de tout en fait. Donc oui, Campbell a des armes qu'il peut faire valoir, sauf qu'en face, il a à peu près les mêmes armes, mais en mieux. Donc, c'est très difficile de voir comment Campbell pourra poser. Sa seule chance, c'est le talon d'Achille de Lomachenko, c'est peut-être les blessures, mais d'un autre côté, c'est souvent blessé pendant ses combats tôt et continuait néanmoins à se avec battre. Un bras. Lui, il est capable, c'est pas grave. Je peux plus me servir de ma main droite comme j'aimerais. C'est pas grave. Je vais me servir de la gauche de différentes manières. Je vais utiliser des feintes et je vais parvenir à mes fins. On l'a vu son dernier combat blesser une main parce qu'il y avait un changement de gants, avait délaissé les Rivals pour Venom, là, qui avait conclu une entente de commandite, notamment. On avait vu Alexander Vosdik aussi avait utilisé cette marque-là. Mais il va peut-être revenir au Rival. Même s'il se blesse, il s'était blessé. Il s'était blessé en passant le KO à Crawler sur le crochet, mais c'était ses combats précédents quand il s'est blessé à l'épaule, quand il s'est déchiré l'épaule, il a continué à se battre. Il pouvait plus lancer de crochet, mais il a quand même dominé son adversaire avec un bras. Et même après l'opération, je me souviens plus contre qui c'était au retour. Est-ce que c'était contre Pedraza? Je pense que c'était contre Pedraza et il s'était battu sans lancer de crochet droit parce qu'il n'était pas encore tout à fait à l'aise. Donc il avait décidé de se battre en se passant d'une de ses armes, d'une de ses armes principales contre Pedraza, qui est quand même un très bon boxeur. Et il l'avait dominé relativement facilement. C'est vraiment un phénomène quand Lomachenko se bat. Il faut regarder, peu importe l'adversaire. Oui, là, l'adversaire est peut-être pas le plus connu, même si c'est un très bon boxeur. C'est pas grave. Le principe, c'est de regarder Loma, c'est de regarder le spectacle Lomachenko et de voir à quel point il va encore nous émerveiller avec ses déplacements, ses angles, sa créativité dans le ring. C'est tout simplement exceptionnel. C'est le plus beau boxeur à avoir évolué au monde en ce moment et même depuis quelques années. Quand il va prendre sa retraite, on va parler de lui comme quelque chose de fabuleux, d'un souvenir émerveillé du passé. Parce que oui, c'est un athlète exceptionnel, mais c'est aussi, je pourrais dire, un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui est tellement en contrôle de la situation parce que là, c'est un sujet qui est redevenu d'actualité avec la retraite d'Andrew Luck, le corps arrière des Colts d'Indianapolis à 29 ans, diplômé de l'université Stanford, avec les blessures, décide de tourner la page sur sa carrière d'athlète professionnel. Lomachenko lui dit « Je me suis lancé en boxe professionnelle, c'est pour une chose, c'est pour marquer l'histoire. Et pour y parvenir, c'est d'unifier toutes les ceintures dans une catégorie de poids chez les poids légers. Là, s'il l'emporte samedi, 3 ceintures, il lui manquerait la ceinture de l'IBF. Et ça tombe bien, il y a un combat qui se dessine dans les cartons, dans le giron Top Rank ESPN. Donc, ce ne sera pas compliqué à organiser. Si, par exemple, c'est pas fait, mais si Teofimo Lopez battait Richard Comey, lui a déjà dit... qui veut affronter Lomachenko, veut lui faire la leçon, veut le battre,
mais ce serait parfait. Et lui dit, je me bats depuis que j'ai l'âge de 4 ans, j'ai consacré toute ma vie à peaufiner mon talent, à travailler avec mon père. Mais il y a une vie après ça, puis j'y vais avoir donné. Lomachenko qui est en 31 ans, c'est bien ça? Oui, peut-être même 32. Je regarde vite fait, 31 ans qu'il a célébré au mois de février. Il a dit, je vois poindre là, la fin de ma carrière, puis c'est bien correct comme ça. Donc, ça prouve à quel point c'est un individu là, qui est à tous les niveaux. Là, je pense que le mot improvisation ne fait pas partie de son vocabulaire et c'est pour ça là, que c'est un athlète qui est aussi fascinant à voir à l'œuvre. Il disait qu'il y a énormément de contenu qui est produit par ESPN en amont de son combat-là. D'ailleurs, ça fait plusieurs combats que les deux parties sont associées. On a produit énormément de contenu et c'est pas parce que, par exemple, un papier qui a été écrit avant le combat contre Linares n'est plus d'actualité ou plus inintéressant. Au contraire, on découvre, tu avais parlé des techniques d'entraînement. Mark Kriegel s'est déjà intéressé de près. Ross Ember avait notamment été interviewé. On en apprend un peu plus là, sur ce personnage qui est fascinant. Ouais, et c'est des techniques que personne d'autre utilise, mais il y a tout autour. Il y a la nutrition, la gestion du sommeil. Tout est organisé par son équipe avec son Aegis Klimas qui est dans cette équipe-là aussi. Il a toute une équipe autour de lui qui fait en sorte que c'est réglé comme une machine. Ça me fait penser un peu à une Formule 1 avec tous les techniciens qui sont autour. C'est réglé au quart de tour. Tu as vraiment la machine avec les réglages parfaits comme tu veux. C'est un petit peu ça, Lomachenko version boxe. Et c'est à chaque fois qu'il monte sur le ring, c'est et du côté de Luke Campbell aussi, on essaie des choses. 3 partenaires d'entraînement en même temps dans le ring. Ouais. Et là, tu t'imagines, les coups viennent de partout. C'est un peu ça qu'il va avoir. C'est un peu ça, comme la personne en état d'ébriété qui voit double. Là, il voit triple et ça ressemble un peu beaucoup à Vasily Lomachenko. Et il y a quelqu'un qui s'est aussi invité dans la conversation, Orlando Salido, qui a battu, le seul boxeur à avoir battu Vasily Lomachenko. C'était le deuxième combat dans sa carrière. Il a dit... Il n'y a pas 56 solutions. Il faut mettre de la pression, l'attaquer au corps. Et pense pas, l'art de boxer, c'est un... Oublie ça. Pense même pas. Perds pas d'énergie à y penser. Il ne faut pas que tu tombes dans son jeu. Il faut que tu imposes le tien. Sauf qu'il avoue 2 choses. Quand il a affronté, Lomachenko était un boxeur inexpérimenté dans les rangs professionnels. Et il voulait un peu, lui, ça avait fait beaucoup jaser que Lomachenko obtienne un combat de championnat du monde à son 2e combat seulement. On se souvient, Salido n'avait pas respecté la limite de poids. Pas trop respecté les règles de la boxe. Pas trop respecté les règles dans le ring. Donc, c'est une commande là, qui est vraiment lourde, voire impossible là, pour Campbell. C'est facile pour Salido de dire ça. De se pavaner. Mais c'est aussi parce que lui avait le style pour faire ça. Mais Campbell, c'est pas du tout sa manière de boxer. C'est un boxeur technique qui aime allonger les bras, qui reste à distance. C'est un boxeur beaucoup plus classique que Salido, qui est un bagarreur, alors que là... on se demande souvent pourquoi les boxeurs qui sont originaires, que ce soit Mexique, Porto Rico, on les voit souvent pour faire progresser nos boxeurs ici locaux. C'est que c'est des gens qui n'ont pas un background amateur comme, par exemple, on a fait en Grande-Bretagne ou encore dans le reste de l'Europe, ou comme on peut voir également ici, ces boxeurs qui apprennent... disons, l'ABC de la boxe. Là, on l'apprend d'une manière qui est différente, mais qui est peut-être un peu plus adaptée au style professionnel et on couvre vraiment tout. Tu parlais précédemment, Kovalev, d'apprendre à accrocher. La victoire d'Andy Ruiz, oui, avec le recul, c'est facile de dire je l'avais vu venir et tout, sauf que on comprend que ces boxeurs-là, quand ils parviennent là, à se hisser dans le plus haut niveau, ont les outils pour jouer sur tous les tableaux. Ce que Salido avait fait contre Lomachenko. Et ils apprennent depuis très tôt. Salido avait commencé sa carrière professionnelle à 15 ans. C'est l'âge minimum pour passer Canelo au Mexique. Donc, à cet âge-là, ils ont affronté des gars de 20, 22, 23 ans, alors que tu n'es pas encore un homme. Donc, forcément, tu t'apprends rapidement parce que tu prends énormément de coups et ça te force, même s'ils vont perdre les premiers combats. Comme Salido, il a perdu 5 ou 6 de ses 10-15 premiers combats. Il n'avait vraiment pas une belle fiche au début de sa carrière. Mais c'est parce que c'était un jeune homme qui apprenait son métier. Il apprenait directement sur le ring pendant les combats, mais il l'apprenait. Et il a réussi à récupérer des petits trucs de vétéran d'un peu partout, justement parce qu'il a fait énormément de combats comme ça avant d'arriver au championnat du monde. Et on a pu voir que ce soit à l'époque contre Juan Lopez ou là contre Lomachenko, qu'il avait toute une panoplie de
de petits trucs de vétérans, que ce soit placer sa tête à l'intérieur pour déranger l'autre, placer la tête sous le menton, des petits coups sournois, des petits coups pas très le coude légaux. au visage. Voilà, les coudes à l'intérieur. Il y a vraiment tous ces petits trucs-là. C'est ce que tu apprends dans tes combats en début de carrière, des combats un peu rough contre des bagarreurs en début de carrière au Mexique. Et ça, tu l'as pas forcément quand tu as eu une longue carrière amateur et que ta carrière pro est un petit peu plus guidée sur les rails classiques. Quelques combats dignes d'intérêt à surveiller cette fin de semaine dans le monde de la boxe. Ça commence jeudi 20h30 pour les abonnés du UFC Fight Pass. Oui. Toka-Khan Clary qui affronte Irvin Gonzalez. Une rencontre au sommet entre deux boxeurs qui sont originaires de la Nouvelle-Angleterre. Hein? Une confrontation Bruins-Wellers comme à la belle époque. L'un provient de Providence, l'autre de Worcester. Donc, il risque d'y avoir des flamèches. Aussi, Lou DiBella a annoncé la signature d'un espoir ouzbek, Fazlidine Meliobev. C'est un mi-moyen gaucher. Puis j'ai regardé, gagné quand même quelques tournois dans les rangs amateurs. On dit que c'est un bel espoir, ses débuts professionnels. Ça vaut peut-être la peine de jeter un coup d'œil. Ça se poursuit vendredi 22h sur ringtv.com et Golden Boy Fight Night, oui, sur la page Facebook de Golden Boy Fight Night. Ferdinand Kerobian qui affronte Oscar Molina. C'est le premier combat de Kerobian depuis qu'il s'est incliné contre Blair Cobbs. On avait évoqué son nom ici même la semaine dernière. Et sais-tu qui est sa gérante? Cathy Dua? Non, une ancienne médaillée olympique, une ancienne championne de l'UFC qui est maintenant lutteuse et actrice. D'accord, je vois. Ronda Rousey qui est sa gérante. Je ne sais pas si vous avez vu son doigt, Ronda. Mais... pas chic. Non. Et là, Kerobian s'est beaucoup remis en question après sa défaite et là dit qu'il doit trouver la motivation pour gagner. Pas évident, mais c'est bien de se remettre en question. Et Molina, lui, c'est un retour après une très longue absence, avril 2017. Et il revient de 2 défaites, dont une contre un boxeur qu'on connaît bien, Jared Hurd. Qui sont des défaites rarement faciles à encaisser parce que Hurd met énormément de pression et frappe très lourd. Sinon, samedi, Jeff Horn affronte Michael Zerafa. Jeff Horn, c'est devenu un incontournable dans le monde de la boxe depuis qu'il a battu Manny Pacquiao, devenu champion chez les mi-moyens, avait perdu sa ceinture contre Terence Crawford. Là, il évolue maintenant chez les poids moyens. Et on se dit, pourquoi surveiller Jeff Horn? C'est surtout qu'en cas de victoire, Bob Arum a dit son prochain adversaire, le japonais Ryota Murata. C'est un combat qui serait présenté avant Noël. Donc, c'est une affiche qui pourrait être extrêmement intéressante. Et là, son adversaire, j'ai mis en gros Zerafa, j'ai mis en gros en majuscule mismatch. C'est un gars qui a très peu d'expérience par rapport à Jeff Horn. Ça devrait être une victoire assez facile pour Horn, qui avait déjà battu Anthony Mundine dans un combat local il y a quelques mois. Mundine avait 43 ans. Là, il est plus jeune, Zeredia, mais le résultat va être le même. Par contre, ça va être intéressant de voir ce combat-là contre Murata, qui est très bien revenu, qui a battu Rob Brent pour reprendre sa ceinture. Brent qui lui avait enlevé son titre une première fois, et là il l'a battu par KO très rapidement. Il l'a massacré cette fois-ci, il a corrigé les erreurs qu'il avait faites la première fois. J'ai bien hâte de revoir Murata, et si c'est contre Jeff Horn, tant mieux. Et sinon, ça se termine samedi 20h sur Fox, donc un gala qui est présenté à la télévision généraliste, qui m'en vedette Erislandy Lara contre Ramon Alvarez. C'est un combat pour le titre intérimaire des super mi-moyens de la WBA qui est présentement vacant. Lara, il n'y a plus besoin de présentation parce qu'il est rendu, là, c'est toujours même si ce n'est pas nécessairement des combats de championnat du monde, c'est une lignée là, de combats significatifs. Ouais. Je pense à peu près rendu à 10 combats dignes d'intérêt, soit pour un titre ou contre un adversaire de renom. Ouais, sa liste d'adversaires est impressionnante et il va pouvoir prendre sa revanche sur la famille. Parce qu'il avait perdu contre Canelo. Oui, tout à fait. Ramon Alvarez, qui est le frère, l'un des frères, l'un des nombreux frères de Canelo Alvarez. D'ailleurs, Ramon Alvarez, je pense que son nom avait été évoqué pour un combat, si je me souviens bien, contre Steven Butler à une certaine époque. Lara, par contre, revient d'un verdict nul. Une défaite, je pense aussi il avait perdu contre Jared Hurd. Donc, on tente de retrouver le chemin de la victoire, ni plus ni moins. Mais il a quand même toujours ses qualités de technicien, des déplacements ou une gestion de la distance qui est vraiment excellente, une très bonne défense. C'est un gars qui, normalement, encaisse très peu de dommages dans un combat et qui est capable d'en distribuer du dommage. Là, on se doute qu'il va devenir champion WBA parce que Ramon Alvarez
je dirais que sa plus grande qualité, c'est d'être le frère de Canelo, avec tous les passes droits qui viennent avec. Il a perdu la plupart de ses combats intéressants. Il y en avait un qui était contre Omar Chavez, le frère de Julio César Chavez Jr. Il avait perdu par KO contre Chavez, perdu par KO contre Brandon Rios il y a 2 ans. Il avait perdu une décision contre Margarito en 2016. Je ne sais pas comment il a fait pour perdre en 2016 contre un gars qui a arrêté de boxer en 2012. Mais en tout cas, la plupart de ses combats significatifs, il les a perdus, Ramon Alvarez. Je ne vois pas comment il peut battre Erislandy Lara. Il a eu un petit cadeau, une chance pour une ceinture. S'il s'appelait pas Alvarez, à mon avis, il n'aurait pas été dans ce combat-là contre Erislandy Lara. D'ailleurs, cette ceinture WBA, c'est tout un quiproquo. Ils nous ont offert un autre grand moment de bravoure, la WBA. C'était Brian Castagno, l'Argentin, qui avait fait match nul contre Erislandy Lara, qui avait la ceinture, qui était le champion WBA. Il devait affronter un boxeur qu'il a déjà battu, le français franco-ivoirien Michel Soro. Il n'a pas pu s'entendre avec Soro pour l'affronter, donc on lui a retiré sa ceinture WBA. Soro devait se battre pour cette ceinture-là, sauf que son adversaire n'a pas pu venir en France pour un problème de visa. On a dû changer d'adversaire à la dernière minute. Le combat n'a pas été approuvé par la WBA pour la ceinture, donc il a eu la prestigieuse ceinture Gold de la WBA. Là, c'est la ceinture intérimaire pour Lara. Donc finalement, c'est parti d'une histoire de tu veux pas affronter ton challenger officiel, ton aspirant obligatoire. Donc ils n'ont plus Castagno comme champion. Soro est champion Gold, une ceinture qui ne veut pas dire grand-chose. Castagno est plus dans le portrait. En tout cas, c'est parti un peu dans tous les sens dans leur cas. Je pense que ça aurait pu être un petit peu mieux géré pour qu'il n'y ait pas toutes ces ceintures intérimaires Gold, etc., qui soient distribuées et qu'on s'en tienne au titre régulier. Peter Quillin devait affronter Caleb Truax sur cette carte, mais Truax a dû déclarer forfait en raison d'une blessure à un tendon d'Achille. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il soit absent pour une très longue période. Donc, ce combat-là a été remplacé par un autre pour la portion télévisée. C'est un combat de poids lourd entre Frank Sanchez et Victor Bisbal. Sanchez lui a battu Jason Bergman à son dernier combat. C'est un adversaire qui a déjà affronté Arslanbek Mamoudov, et sinon Bisbal lui a déjà perdu contre Dominic Breazeale, mais ça remonte déjà à quelques années, il y a plus de 5 ans, plus de 4 ans plutôt, en mars 2015. Et sinon aussi Sébastien Fundora contre Jamonte Clark à surveiller. Ouais, mais un bon combat de poids lourd, même si c'est pas du plus haut niveau, c'est toujours plaisant parce que un seul coup et c'est terminé. Oui, puis on a surtout des comparables à faire avec des boxeurs qu'on connaît bien. Donc, c'est ce qui fait le tour de l'actualité. Tu as noté un autre combat? Ouais, c'est vrai, Ryan Ford. Boatsy qui va affronter Ryan Ford. Ford, il a peur de rien. Il va aller... Moi, je me souviens qu'il s'était battu à la TOU il y a quelques années. Ouais. Avait défié Jean Pascal. Et bon, ça ne s'était pas concrétisé, mais ensuite, c'est rendu se battre partout en Europe. Ouais, il me fait penser un petit peu à Glenn Johnson à l'époque, le Road Warrior, qui va toujours chez l'adversaire. Et fait la limite de ses combats. Ouais, et il est capable de prendre des coups. Mais là, Boatsy, c'est un jeune Ghanéen très, très dynamique, avec une bonne puissance. Ça va être compliqué, mais on sait que Ford, il va se donner à 100%. Il va offrir, au niveau de l'effort, ça, il n'y a aucune chance que ça ne soit pas 100%. Et écoute, on peut que lui souhaiter la meilleure des chances parce que c'est quand même tout un animal en face de lui. Boatsy, c'est un jeune espoir. Et un boxeur originaire du Ghana, mais qui a représenté la Grande-Bretagne qui habite en Angleterre. La scène internationale. Et j'ai regardé de belles victoires dans les rangs amateurs. Chez les pros aussi, des KO assez impressionnants. À surveiller. Donc, c'est ce qui complète le tour des combats à surveiller cette fin de semaine. Comme à l'habitude, je vous invite à visiter le rds.ca/balado diffusion, l'application RDS ou encore l'application iHeart Radio pour surveiller tout le contenu proposé par RDS. Notre ami Maxime Tousignan a offert un nouvel épisode de ce balado à la volée en marge des internationaux de tennis des États-Unis. Hier, il y avait aussi Dans la cage. Dans la cage. Et il faut souligner avec notre ami Ben Baudouin le passage de sa sœur Leïla Baudouin chez les professionnels qui fera ses débuts en octobre. C'est le 25 octobre si je ne me trompe pas. Oui, à Québec, sur une carte d'Eye of the Tiger Management. Donc, au nom d'Adrien Meur et du Duc, de la mise en onde de Tim Fournier, ici Francis Paquin, qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao.